Salut tout le monde, c'est Zebra. Aujourd'hui je me retrouve avec Keeper au pôle recherche et développement de la NRNG. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale, on va monter ma nouvelle réplique et vous montrer tout ça en vidéo. Voilà la beauté qu'on va pouvoir upgrade avec vous grâce à cette vidéo. Et bien sûr sans flamme, hein, hashtag Quentin. Et je vais rajouter une petite chose. Oui c'est moi, c'est toujours Zebra, hein, si jamais. Effectivement, cette vidéo est beaucoup plus longue que d'habitude, mais je vous encourage tout de même à la regarder en entier. Elle est extrêmement intéressante. Les joueurs débutants pourront comprendre un peu plus facilement le fonctionnement d'une réplique d'Airsoft. Les joueurs confirmés, vous pouvez découvrir notre technique d'upgrade et la comparer à la vôtre. De plus, j'ai fait au mieux pour compiler ces 3 heures de tournage afin que ça reste dynamique et divertissant. J'espère que la vidéo vous plaira. Bon visionnage à tous. Ok, donc première étape, une fois que vous avez donc nettoyé entièrement les deux côtés de votre gearbox, nous allons donc passer à la mise en place des bushings. Donc pour cela, vous avez besoin de ceci et d'un marteau en plus. Donc pour ça c'est simple, vous placez donc votre bushing sur le premier des trous, vous essayez de le mettre donc le plus possible avec le doigt pour essayer vraiment de bien le caler au centre. Et après, un petit coup par dessus, et si ça rentre pas suffisamment, on n'hésite pas. Voilà, donc pour certaines gearbox, ça arrive que les bushings ont un peu de mal en fait à rentrer. Pour ça, on va devoir faire un petit coup de nettoyage à la Dremel avec l'émail de fer pour éviter d'endommager quand même. Les petites lunettes de protection, c'est important. Et là, on essaye d'enlever en fait le surplus de métal qui pourrait rester. Et on reprend donc la mise en place des bushings. Donc voilà, donc le principe, une fois que vous avez réussi à rentrer donc votre bushing dans l'emplacement, il faut vérifier voilà, que celui-ci ne dépasse pas des rebords. Vérifiez également qu'il soit bien en place à son maximum et éviter qu'il soit relevé. Sinon votre calage ne va pas être bon. Donc pour ceux qui se demandent, on va donc utiliser des CNC Low Profile de chez Retro Arms. Nous voilà donc avec les bushings d'installer. Petite subtilité, si jamais vous avez des bushings un peu plus classiques, par exemple des SHS, il se peut arriver que sur certaines gearbox, les bushings sortent ou ne tiennent pas forcément bien en place. N'hésitez pas à ajouter un peu de frein filé autour de ceci pour éviter qu'il ne s'enlève tout seul. Avant de s'attaquer à la gearbox, nous allons préparer donc le piston. Donc piston Retro Arms et tête Softair. Pour cela, vous aurez besoin donc de frein filé ou appelé low-tit. Il faut éviter que votre tête de piston donc, ne se désolidarise de votre piston. Il est recommandé pour ça de mettre donc une goutte de low-tit au niveau de la vis qui va donc maintenir votre tête de piston sur votre piston. Et après, on revisse l'ensemble. Voilà donc le piston complet et assemblé. Donc maintenant nous allons commencer le calage et la mise en place donc des différents engrenages. Donc pour cela vous allez devoir vous munir donc de différents shims, donc de diamètre allant de 0,1 à 0,3 mm. Donc beaucoup se demandent comment caler les engrenages et dans quel ordre. Beaucoup de tutoriels, beaucoup de méthodes. Je vais donc vous présenter la mienne, au moins qui fonctionne en même. Donc personnellement je commence toujours par cet engrenage là. Vous commencez donc avec un shims donc de 0,1, vous le mettez sur la partie arrière donc de l'engrenage. Le but étant en fait de descendre au maximum cet engrenage là au niveau de la gearbox, d'être le moins haut possible en fait. Donc pour ça on va commencer par un 0,1. Si celui-ci va frotter au moment où il va être mis en place, on va rajouter encore 0,1, 0,1 etc. jusqu'à temps qu'il ne frotte plus sur la coque. On le met en place, on essaie de le faire tourner et on voit si celui-ci tourne sans difficulté. Si vous écoutez bien, vous entendez qu'il frotte et qu'il ne tourne pas librement. Donc on va en rajouter un autre. Donc le deuxième en place, voyons ce que ça donne. Ça tourne un peu mieux, mais ça frotte encore. Voilà, donc là nous sommes arrivés à 0,3 mm, donc 3 shims de 0,1. Et là ça tourne déjà beaucoup plus facilement, et on entend surtout plus frotter. Après, il va pas forcément tourner librement car on a mis ici des bushings. Si vous mettez des bearings, donc avec roulement à vie, celui-ci tourneront beaucoup plus facilement. Là étant donné que vous avez directement le frottement métal-métal, vous n'arriverez pas à avoir un roulement en fait constant. Mais là on a réussi à trouver déjà le bon calage pour ces parties-là. Nous allons donc passer sur l'engrenage qui sert à tracter le piston. Donc là, plus ou moins la même méthode, sauf que celui-ci, nous allons lui mettre directement un shims de 0,3 mm. Pourquoi? Le principe est simple, il faut qu'il soit au-dessus de celui-ci. Et pour éviter tout frottement, on va essayer de le surélever pour éviter qu'ils se frottent mutuellement entre eux en fait. Donc pour ça on va mettre un 0,3 et on va voir si déjà ils frottent ensemble. Si c'est le cas, on va pas pareil, on va rajouter 0,1, 0,1 et ainsi de suite jusqu'à temps qu'ils ne frottent plus. Le principe étant de garder quand même un écart le plus faible possible entre cet engrenage là et celui déjà en place. Le mieux c'est de garder un petit espace on va dire de 0,1. Comme le calage n'est pas parfait à la perfection, il va forcément arriver un moment où
les deux engrenages vont pouvoir bouger quand même avec les vibrations. Et si vous mettez pas d'espacement, donc de 0,1, les deux vont s'entrechoquer et peut-être frotter ensemble. Vous pouvez également essayer donc de le faire tourner pour voir si vous entendez un frottement. Forcément, comme les deux sont en contact, vous allez quand même entendre un léger frottement. Mais le but c'est de pas d'entendre vraiment un frottement assez sec entre les deux parties des deux engrenages. Ensuite, pour voir s'il tourne bien, vous prenez la deuxième coque et vous essayez donc par ici d'atteindre l'engrenage piston et de le faire tourner pour voir s'il tourne déjà librement. Là on l'entend, il tourne sans trop de résistance, on n'est pas trop mal. Comment vérifier justement que les deux engrenages ne frottent pas et qu'il y a bien, comme j'ai dit tout à l'heure, un espacement de 0,1 mm. Pour cela, c'est assez simple en fait. Donc avec ça, vous prenez une petite lampe Olight par exemple. Vous avez donc les deux coques bien fermées et à partir de là, vous avez l'axe moteur qui rentre. Vous essayez de voir en fait si vous avez vraiment un espacement entre les deux engrenages. Si vous voyez vraiment l'espacement donc de 0,1 entre les deux engrenages. Si c'est le cas, c'est parfait pour cette étape. Maintenant que vous avez réussi à caler en dessous pour les deux engrenages, on va forcément devoir faire le dessus. Bon, pour cela, c'est très simple. On va faire comme avec le premier engrenage. Vous prenez un 0,1 mm en shims et vous le placez sur les deux engrenages, un chacun. Ensuite, vous prenez le haut de votre gearbox, vous refermez. Et le but, c'est de voir si vos engrenages ont toujours un peu de liberté de mouvement. Donc pour ça, c'est simple. Avec votre doigt, vous allez essayer de soulever déjà la partie de l'engrenage piston qui est ici. Et en fait, vous vérifiez s'il y a encore un mouvement en fait, de translation haut et bas. Si vous sentez que cet engrenage-là en a, il va falloir rajouter des shims jusqu'à temps qu'il n'en ait plus. Mais attention, faut pas surcaler. Donc pour ça, vous y allez étape par étape. 0,1, 0,1, 0,1, jusqu'à temps que vous ayez un micro-jeu, donc toujours le même jeu de 0,1 mm pour éviter en fait que si vous écrasez trop, votre engrenage en fait vont chauffer car ils vont être compressés entre les deux bushings. Pour ça, il faut vraiment lui laisser le minimum de jeu, donc en essayant d'avoir les shims les plus fins possibles. Une fois que c'est fait pour cet engrenage-là, vous faites la même chose avec celui qui est à l'arrière. Subtilité, pour atteindre cet engrenage-là avec votre doigt, vous n'y arriverez pas. Donc pour ça, vous pouvez utiliser différentes manières. Par exemple, une petite pince, un petit tournevis plat, vous prenez l'arrière et simplement vous essayez de jouer en fait directement sur l'axe. Donc d'un côté vous mettez par exemple votre ongle sur l'axe de l'engrenage, de l'autre côté vous prenez votre pince, un tournevis ou quelconque et en fait vous essayez de jouer entre les deux. Et si vous sentez voilà, que ça bouge sur les côtés comme ici, il va falloir rajouter des shims. Voilà, donc là on a pu voir donc, que sur les deux engrenages on a un jeu assez important. Donc pour éviter de gâcher des shims de 0,1, on va retirer ceux existants et on va directement passer à du 0,3. Et là, même principe, on referme et on essaie à nouveau. C'est une étape vraiment fastidieuse, mais c'est ça qui va conditionner vraiment la longévité de votre gearbox. Si votre calage est mauvais, votre réplique cassera, ça c'est sûr. Voilà, donc là on arrive à un stade où il n'y a plus aucun mouvement de translation. J'ai vraiment même pas 0,1, donc il faut retirer 0,1, pas le choix. Donc voilà, j'ai mis un maximum donc, de shims sur les deux engrenages pour avoir vraiment le 0,1 donc tant attendu. Maintenant, il faut prendre en compte autre chose également. C'est qu'au moment où vous allez fermer votre gearbox avec donc les différentes vis qui font tout le tour, vous allez également parfois resserrer un peu cet écart. Donc il est important de vérifier, donc avant que vous ayez tout terminé, vous remettiez quelques vis tout de même dessus. Donc le mieux c'est de faire un peu une petite triangulation, donc pour vraiment caler sur trois coins vos engrenages. Vous resserrez comme si vous allez vraiment remonter votre gearbox dans votre coque et vous vérifiez que vous avez toujours le petit jeu entre les engrenages. Car ça peut arriver que certaines gearbox en fait se déforment et quand vous allez serrer, le 0,1 que vous aviez à la base va complètement disparaître et là vous allez vraiment frotter au niveau des engrenages. Donc là pas de bol, vous allez devoir démonter, renlever 0,1 sur les engrenages en fait qui frottent pour avoir votre calage parfait. Et là ce qui devait arriver arriva. Les engrenages sont bloqués. Donc c'est ce qui est arrivé. La coque légèrement déformée donc a diminué mon petit jeu de 0,1 que j'avais prévu à la base. Pour vérifier, c'est très simple, comme je l'ai dit tout avant, soit un tournevis, soit avec vos ongles, d'un côté et de l'autre, vous essayez de bouger latéralement. Là ça ne bouge pas, c'est pas normal. Et le deuxième non plus, donc là il doit avoir au minimum 0,1 encore enlevé des deux côtés. Ok, donc là on est arrivé à un stade où j'ai dû enlever 0,1 au niveau des shims. On n'est pas trop mal au niveau de l'engrenage voilà, qui gère le piston. Donc là on a bien un jeu de 0,1. Le seul défaut qu'il a, c'est que comme la gearbox a resserré les deux engrenages, le jeu entre les deux engrenages de 0,1 mm qu'on avait tout à l'heure n'est plus présent. Cependant, le calage de celui-ci est bon. Alors comment faire? C'est simple, on va transvaser un 0,1 mm au-dessus, en dessous, comme ça on le surélève tout en gardant son calage. Pour la partie qui est à l'arrière, malheureusement, il faut encore enlever 0,1. Ok, donc troisième démontage, remontage, je sais c'est fastidieux, mais on est obligé de passer par là. Donc là j'ai encore dû retirer donc 0,1 à l'arrière, mais maintenant c'est parfait. On a bien un petit léger jeu de 0,1 ici, également ici. Avec le doigt, vous essayez de tourner, vous entendez que ça tourne assez librement, impeccable. Vous pouvez même essayer de la secouer et si vous entendez un clac-clac, c'est généralement que ça manque de shims. Maintenant qu'on a fait donc ces deux engrenages là, on va pouvoir passer à l'engrenage moteur. Pour cela, vous allez commencer donc avec un shims de 0,3, donc le plus gros que vous ayez. Vous le mettez sur la partie inférieure de celui-ci, vous le mettez en place
Et là, un peu comme les deux autres engrenages, vous vérifiez que l'engrenage moteur ne frotte pas en fait avec l'autre engrenage avec lequel il est en contact. Donc pour ça c'est simple, hein, vous le mettez en place tout simplement. Vous regardez au niveau de l'axe moteur et vous voyez si les deux engrenages frottent entre eux ou pas. Donc une fois que vous avez mis donc, votre engrenage avec un Schimms de 2,3 ou plus, si jamais vous frottez, on va devoir le caler. Donc comment? Pour cela vous allez devoir donc récupérer la poignée moteur de votre réplique afin de réussir à faire un calage optimal. Donc voilà, donc une fois que vous avez enlevé vos deux vis, hop, soit il tombe tout seul, soit avec une petite pince, vous pouvez l'extraire. Ensuite, nous allons devoir enlever le moteur. Donc pour cela, vous allez devoir enlever d'abord en priorité l'écosse moteur. Une petite pince suffit. Vous mettez en dessous, vous tirez et ça sort tout seul. Des fois le moteur peut venir avec, c'est pas grave, vous le retenez. Et voilà, les deux cosses sont enlevées. On extrait le moteur. Si celui-ci résiste, avec une petite pince ou autre, vous pouvez l'extraire. Étape suivante, une fois que vous avez donc enlevé l'écosse et le moteur, on va enlever la poignée directement. Donc pour ça, un cruciforme. Et à l'intérieur, vous trouvez normalement deux vis cruciformes. Voilà, donc les deux vis au fond ont été extraits. Ensuite, il ne reste plus qu'à tirer. Donc allez-y doucement hein, pour éviter d'arracher les câbles. Ok, donc maintenant, comment le caler? C'est très simple. Vous allez prendre donc votre poignée, vous allez la mettre en place sur votre gearbox et visser uniquement la vis du bas. En fait, ce qui correspond à cette vis qui est ici. Voilà, donc ça donne ceci. Normalement, c'est censé tenir suffisamment. Nous allons donc prendre notre futur moteur SHS High Torque. Ah, regardez-moi ça, comment il est beau. On le met en place tout simplement. Et le principe, en fait, on va pousser donc manuellement avec le pouce le moteur. Comme vous le voyez ici, il avance progressivement jusqu'à l'engrenage moteur. Et le principe, en fait, c'est de voir si, quand vous allez le mettre en place, s'il fait bouger cet engrenage moteur-là. Le principe étant, en fait, qu'il rejoigne cet engrenage-là vraiment à fleur de l'engrenage qui est ici. Que les deux parties soient en contact sans, comment dire ça, sans frotter en fait. Il faut vraiment que ça s'emboîte dedans en fait sans difficulté. Si vous voyez qu'en poussant donc votre moteur, l'engrenage se soulève comme ceci, c'est simplement en fait qu'il n'est pas suffisamment calé. Donc pour ça, malheureusement, vous redémontez tout, vous enlevez votre engrenage, vous rajoutez 0,1 ou 2 ou 3 suivant vraiment l'écart que vous avez et après vous le remettez et vous recommencez. Voilà, donc le principe, quand vous allez mettre votre plaque moteur, le moteur va s'avancer et arriver normalement à cette position et comme vous voyez, l'engrenage n'a pas bougé. Et après, il faut donc vérifier l'écart que vous avez entre les deux au niveau des dents. Le principe est d'être le plus proche possible entre les deux sans que l'engrenage, donc moteur, celui-ci, bouge. Vous voyez, là si je suis trop loin, là il se met à bouger. Mais le principe c'est qu'il va arriver dans cette position-là. Donc à vous vraiment de caler le mieux possible, donc toujours de 0,1 Schimms à 0,1. Ok, donc maintenant que vous avez réussi donc à caler votre engrenage moteur parfaitement, on va en profiter pour faire également le calage moteur. Donc comment le faire? Vous avez plusieurs méthodes. Vous avez la méthode à l'oreille, qui n'est pas terrible car vous allez avoir tendance en fait à abîmer la tête de votre moteur. Vous allez faire comme ceci, vous laissez donc la poignée moteur avec le moteur à l'intérieur, vous prenez donc la cale du moteur, vous la mettez en place. Donc voilà, une fois que vous avez remis les deux vis en place, en fait c'est le même système que pour le calage de l'engrenage moteur. Vous allez donc vérifier ici l'espacement entre le pignon moteur et l'engrenage. Donc voilà le principe. Maintenant que vous avez mis votre plaque moteur, le but pour vous c'est que l'engrenage arrive vraiment à fleur de l'engrenage. En serrant donc votre vis moteur, le but pour vous ça devait être d'atteindre donc cette position là. Donc vraiment à fleur, pas plus parce que si vous avez vraiment poussé trop fort, donc la tête du moteur va rentrer en contact avec l'axe central. Donc il faut vraiment garder un petit espace. Il peut arriver donc que avec votre plaque moteur, elle soit trop épaisse et que vous n'arriviez pas à caler votre moteur correctement. C'est-à-dire que celui-ci est quand même en contact avec l'engrenage moteur et que vous n'avez pas le choix. Même en dévissant complètement, ça ne passe pas. Certaines plaques moteurs ont, on va dire, des petites cales ici que vous pouvez donc extraire pour reculer un peu plus le moteur. Si jamais ce n'est pas le cas, malheureusement, un petit peu de Dremel à ce niveau-là et vous pourrez faire à nouveau un meilleur réglage. Nous avons donc fini de caler donc la partie inférieure de l'engrenage moteur. Forcément, maintenant on va faire la partie supérieure. Donc pour ça, un petit Schimms de 0,3, on le met dessus et on vérifie le calage. Et après le système c'est comme pour les autres, si jamais c'est pas suffisant, on en rajoute 0,1, 0,1, etc. Donc comme d'habitude, on vérifie donc le déplacement en latéral. Ici on peut voir qu'il y a quand même un gros jeu, donc on va devoir en rajouter je pense au moins 0,4. Les Schimms sont mis en place, comme d'habitude, on resserre avec les vis et on vérifie que le calage est toujours bon. On vérifie et là, comme d'habitude aussi également, ça ne bouge plus. Donc là on va devoir enlever au moins 0,1. Ok, donc deuxième démontage pour l'engrenage moteur, j'ai enlevé 0,1 et là, impeccable. On a le petit jeu de 0,1. Si vous arrivez à avoir moins, c'est toujours mieux. Sachez que vous pouvez également trouver dans le commerce des Schimms de 0,005 mm, donc extrêmement petit, qui vous permet d'affiner encore mieux le réglage. Actuellement, j'en ai pas, mais sachez que 0,1 c'est largement suffisant pour le commun des mortels. Également, donc après la petite vérif donc de latéralité, on vérifie également que ça bouge toujours sans souci. Si vous utilisez comme ici des bushings, c'est tout à fait normal que vous entendez un petit frottement car on n'a pas encore graissé l'intérieur des bushings. Avec du roulement en bearing, vous n'avez pas ce problème là. Mais ça, vous inquiétez pas, ça ira très bien pour la suite. Et pour la suite, forcément, on redémonte.
Voilà, petite subtilité, quand vous démontez et remontez votre coque, surtout faites attention, ça arrive souvent que les shims restent collés sur l'une ou l'autre des parties. Ça serait dommage de perdre un shims à côté et de ne plus savoir où est-ce qu'il va. Et là vous devrez recommencer à nouveau le calage. Donc attention à ça, pensez à bien les remettre à leur emplacement initial. Si vous avez peur également de les perdre, vous pouvez utiliser une petite subtilité. Pour cela, en fait, vous prenez un petit peu de graisse, donc de la graisse à engrenage forcément, un petit coup de pinceau et vous l'appliquez directement au niveau des shims. Comme ça, en fait, ils vont rester entre guillemets collés sur l'engrenage. Maintenant qu'on a terminé donc le calage de nos 3 engrenages, donc en haut comme en bas, on va passer à l'installation du titan. Ok, donc pour installer le titan, comment on fait? C'est simple, on enlève tout. Donc attention, ne perdez surtout pas le calage de vos engrenages. Donc un par un, vous vérifiez bien donc qu'il ne reste pas de shims sur l'une ou l'autre de vos coques. Une fois que c'est en place, donc vous pouvez mettre par exemple un petit peu de graisse d'un côté et de l'autre pour pas que les shims s'en vont, mais là actuellement ils tiennent bien. On les met de côté et on procède pour chacun des engrenages. Là, vous voyez, hop, il y en a un qui s'est détaché, on le remet et on le garde de côté. Ok, donc maintenant la mise en place du titan. Donc pour ça, vous trouvez dans votre boîte un petit kit d'installation, forcément le titan. Et à l'intérieur, donc, divers accessoires. Donc pour ça, on va sortir l'ensemble. Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur d'un titan? Donc ici, vous avez les autocollants qui vont servir pour le selector plate, donc pour la mise en place du semi, du sécu ou de l'auto. On va voir ça un peu plus tard. Vous avez un connecteur DIN, donc si jamais vous voulez changer le connecteur de votre batterie. Donc on trouve également donc divers rondelles de calage pour placer et fixer votre titan sur la gearbox. Donc comment le mettre en place? C'est très simple. Prenez votre titan, donc il faut le déconditionner. Donc pour cela, vous séparez les 2 modules comme ceci. Vous gardez donc cette partie là qui servira pour le capteur un peu plus tard. Donc le principe c'est que votre titan va arriver comme ceci. Après il va falloir faire donc un petit jeu avec les câblages pour réussir à tout câbler, à tout mettre en place pardon, sans souci. Ok, donc petite subtilité, il est arrivé sur nos nombreux upgrades que cette partie du titan bouge. Pour éviter cela et éviter qu'en fait il donne des problèmes au niveau du semi ou du full auto, on va lui rajouter juste en dessous très petit léger bout de mousse à l'arrière du titan pour éviter qu'il bouge sur la coque. Comme la coque est en aluminium, ça glisse assez facilement. Donc le titan donc dans cette position là, la petite mousse par ici juste en dessous pour éviter qu'il glisse donc latéralement comme ceci. Ensuite il n'y a plus qu'à installer les câbles proprement. Donc on va commencer par le câble le plus long. Généralement c'est celui qui est déjà plaqué au circuit électronique. Donc pour cela on va le faire suivre les différents guides qu'il y a à l'intérieur de la gearbox. Donc pour le premier câble, ça donnera ceci. On vérifie que ce soit vraiment bien plaqué. Il ne faut pas qu'il n'y ait de bourrelet à cet endroit-là. Ensuite, on va passer au deuxième petit câble. Pareil, il suit le même chemin. Faites attention qu'il n'y ait pas de tension dans ces câbles-là. Il ne faudrait pas qu'ils soient arrachés. Et il nous reste donc un câble, celui de la masse. Si vous avez des difficultés donc à maintenir en place les câbles, vous pouvez utiliser par exemple une petite cale ou un petit tournevis Torx comme ici. Et voilà, tout simplement. Donc attention en repoussant les câbles ou en les tordant à ne pas les sectionner. Attention à cette partie-là. Vous avez donc le premier câble venant du câble positif, donc rouge, qui passe en dessous. Vous avez rajouté le petit câble assez fin juste à côté, mais attention, évitez qu'il se chevauche. Le but c'est de ne pas avoir de surépaisseur, car quand vous allez passer le moteur à l'intérieur, l'axe moteur va rentrer par ici, et si jamais vous avez une trop grosse épaisseur à cet endroit là, vous risquez d'endommager l'un des câbles ici. Donc essayez vraiment au maximum de les plaquer au fond. Maintenant, petite subtilité, certaines gearbox comme celle-ci, donc gearbox Ultimate, posent quelques soucis au moment où vous allez devoir refermer la coque. Si vous voyez ici, vous avez des petits ergots en fait qui vont permettre de caler la gearbox, éviter qu'en fait qu'elle bouge sur le côté au moment où vous avez la serrée. Le problème, qu'avec le Titan, les câbles sont relativement épais. Et il peut arriver que les câbles soient écrasés par ces petits ergots. Là actuellement, on voit qu'ils sont vraiment à fleur de la gearbox. Donc là malheureusement, il va falloir meuler légèrement les ergots pour éviter de les écraser. Donc les petites lunettes de protection, la Dremel donc avec du papier à poncer. Et là, on va réduire vraiment au maximum les ergots pour éviter justement d'endommager les câbles. Essayez également de protéger l'ensemble pour éviter de devoir avoir de la limaille de fer un peu partout. Ok, donc nous revoilà avec notre gearbox donc précédemment limée. Vous inquiétez pas, hein, les vis qui font tout le tour de la gearbox suffiront largement à maintenir l'ensemble. Donc les deux ergots qu'on a limés correspondent à ces deux endroits-là. Donc là vous avez vraiment la surépaisseur de câble. Et vous vérifiez qu'en pressant légèrement, voilà, vous n'avez pas d'écart à ce niveau-là, vous sentez pas vraiment une grosse résistance au niveau des câbles pour éviter vraiment de les endommager. Et là, on n'est pas trop mal. Ok, maintenant on va commencer à passer au graissage. Pour cela, donc une petite graisse à engrenage, ici donc une Protect Gun. Donc pour cela, vous prenez très peu de graisse, il n'y a pas besoin de graisser énormément, et vous mettez sur les parties donc qui seront en contact avec vos différents engrenages, pistons, tout ce qui va être mobile ensemble. Donc pour cela, on va retrouver donc le rail du piston. Donc pour ça, vous en mettez uniquement sur la partie rail. Ensuite, vous allez en retrouver sur la partie taper de plate, donc cette zone là.
Comme dit, hein, pas besoin qu'il y en ait beaucoup. Hein. Ensuite, forcément, on va retrouver les parties où vous avez les engrenages. Juste autour des bushings suffit. Ça sert à rien d'en mettre sur toute la gearbox. Pourquoi? Vos engrenages sont censés ne pas toucher votre coque. Donc ça ne sert à rien de peinturer votre gearbox de graisse. Ensuite, petite subtilité avec des bushings que vous n'avez pas avec des bearings, c'est que là, comme c'est pas des roulements, les engrenages vont avoir contact direct avec l'intérieur des bushings. Et ça va chauffer. C'est comme en fait des engrenages de voiture. Ils sont généralement graissés, donc là, même principe. On en met sur le bout de son pinceau et on va aller en mettre à l'intérieur donc des bushings. Le petit pinceau, la petite pointe, hop, vous mettez à l'intérieur. Vous tournez pour bien graisser l'intérieur de votre bushing et vous faites la même chose pour les trois. Même chose de l'autre côté, la partie raillée pour le piston, les trois bushings et la partie tappet plate. La suite, nous allons donc remettre en place les différents engrenages. Et au passage, n'hésitez pas à leur mettre également un petit peu de graisse sur les parties qui vont être en contact. Donc les petits ergots qui vont être dans les bushings, donc devant, derrière. Ça permettra également de garder les shims en place. On peut également de mettre au niveau des dents des engrenages, donc qui vont être en contact les uns avec les autres. Pareil, pas besoin d'en mettre énormément. Le but, c'est d'éviter que de la graisse se dépose donc sur les capteurs du Titan. Étant des capteurs optiques, il faut éviter absolument qu'ils soient recouverts de graisse. Maintenant, on va remettre donc les engrenages les uns après les autres. Attention donc, ne faites pas tomber les shims, hein. Gardez le collage que vous aviez de base. On commence par le gros, on vérifie toujours qu'il tourne bien, et là, avec la graisse, ça va tout de suite mieux. Ensuite, l'engrenage qui sert pour le piston. Donc maintenant qu'on a mis en place les deux engrenages, nous allons mettre en place l'anti-retour. Donc normalement dans le kit, vous devez trouver un ressort et forcément l'anti-retour. Là également, petit coup de pinceau pour lui mettre un peu de graisse donc sur les endroits qui vont bouger. Donc simplement les deux axes. Comment mettre en place l'anti-retour? Donc il se présente comme ceci. Donc le petit ressort qui va avec l'anti-retour, vous le mettez en dessous et ça doit donner comme ceci. Et on le met sur la gearbox. Il doit se mettre à cet emplacement. Normalement, si tout se passe bien, vous le tenez par-dessus. Et avec un tournevis ou avec un pinceau, vous vérifiez donc que celui-ci a un effet ressort. Pour ceux qui ne savent pas à quoi il sert, l'anti-retour empêche donc l'engrenage moteur en fait de revenir en arrière. Si jamais vous ne l'avez pas, votre piston va tirer et au moment où il va arriver à un moment où vous ne tirez plus par exemple, le piston est à une certaine position et si vous n'avez pas cet anti-retour, en fait le piston va reculer tout seul en arrière. Donc vous allez avoir un petit effet d'aspiration. Donc pour éviter ça, l'anti-retour va bloquer à l'endroit où il est resté votre piston. Une fois que c'est fait, l'anti-retour, vous le tirez avec votre doigt vers l'arrière, le but étant de pouvoir placer l'engrenage moteur par-dessus. Et voilà, si vous vérifiez bien la mise en place, vous essayez de faire tourner votre engrenage, et normalement vous entendez un petit clic, et vous essayez dans l'autre sens, et là normalement ça doit bloquer à cause de l'anti-retour. Et voilà pour cette partie. Ensuite, donc nous allons mettre tout ce qui est partie pneumatique, donc pour ça on va déjà tourner l'ensemble pour ne plus avoir dedans de cet engrenage au-dessus, pour pouvoir mettre en fait plus facilement en place le piston. Ok, donc nous revoilà avec la partie compression. Donc pour cela on trouve le piston qu'on a préparé précédemment, donc piston, tête de piston, le cylindre. Donc attention, hein, celui-ci est spécifique. L'emplacement du trou là, donc en fait est proportionnel à la taille de votre canon. Donc pour ça, je vous conseille de vous renseigner sur la longueur de votre canon par rapport à votre cylindre. Et on retrouve également la tête de cylindre. Et qu'est-ce qu'il y a sur la tête de cylindre? Le petit nozzle. C'est ce qui vous permettra de chambrer les billes. On retrouve donc les différentes pièces de la compression qui sont du Softair. Donc hormis le piston qui est du Retro Arms. Avec le nozzle, donc là il y a une petite particularité. Vous pouvez y trouver ici deux petits joints toriques. Pourquoi? C'est simplement que Softair a prévu tout pour nous. Vous savez que vous savez peut-être pas, sur les têtes de piston, vous avez cette petite partie ici en métal où va se glisser donc le nozzle. Certaines têtes de piston en fait ont un cylindre avec un diamètre beaucoup plus faible ou beaucoup plus élevé en fait, ce qui fait que le nozzle a tendance soit à glisser dessus beaucoup trop facilement et donc ne pas être étanche, ou à l'inverse avoir une trop grosse friction et d'être carrément bloqué. Donc pour ça, Softair a prévu pour nous donc deux joints toriques mais d'épaisseur différente. Donc là c'est vraiment à vous de jouer. En fait vous allez devoir installer donc l'un des deux joints donc à l'intérieur du nozzle. Ici vous avez une petite collerette à l'intérieur. Donc par exemple vous pouvez installer le plus petit à l'intérieur. Vous le positionnez sur la tête de piston et vous vérifiez voilà, que celui-ci bouge proprement. Si jamais vous voyez qu'il y a un jeu beaucoup trop important et qu'il n'y aura pas une bonne compression, vous l'enlevez simplement avec une lame de cutter, hein, ça part très bien, et vous installez le plus gros. Donc pour nous on va commencer par le petit. Donc pour la mise en place, rien de compliqué, hein. Vous prenez votre joint et vous le glissez à l'intérieur. Avec une petite pince, vous épousez la forme de la collerette à l'intérieur. Une fois en place, comme dit avant, on vérifie l'étanchéité. Il rentre sans difficulté et on sent vraiment que le joint épouse la forme de la tête de cylindre. Donc là, on est pas mal. Ensuite, on va mettre l'ensemble en place, mais avant tout, il faut graisser comme toujours. Donc pour cela, on va utiliser comme ceci de la graisse donc siliconée. Donc le but c'est de rendre vraiment le plus étanche possible les joints. La tête de cylindre. Et on met un peu de graisse tout autour du joint. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Hein. Ça permet également d'avoir une grande longévité au niveau du joint, sinon il va se craquer en fait si vous mettez pas de graisse. Ensuite, donc le sens c'est simple, le trou sur la partie la plus externe. Et hop, vous mettez en place après.
comme ceci. Ne vous inquiétez pas pour le réglage ici, ça va s'ajuster une fois mis en place sur la gearbox. Comme tout joint, vous allez devoir mettre le piston à l'intérieur. Donc pour ça, il va falloir graisser également les joints que vous avez sur la tête des pistons. Donc là pareil, hein, de la graisse siliconée, vous en mettez tout le tour. Ensuite, subtilité. À l'intérieur du cylindre, il est également nécessaire de graisser cette zone. Si vous ne graissez pas l'intérieur du cylindre, le joint que vous avez sur votre piston va se détruire très rapidement, et voire carrément se bloquer à l'intérieur. Donc pour ça c'est simple, hein, le pinceau, et vous en mettez tout le tour. Si jamais vous n'avez pas de pinceau, hein, vous prenez avec le doigt, ça marche très bien aussi, et vous graissez l'intérieur. N'hésitez pas à en mettre un peu plus car la surface est beaucoup plus importante que sur un joint. Bien sûr, vous avez un joint également dans le nozzle. Donc même principe, toujours avec de la graisse siliconée, vous en appliquez également ici, sur la partie métallique donc de la tête de cylindre. Et voilà, vous mettez dessus. Vous voyez, ça glisse bien, c'est impeccable, c'est étanche, on est pas mal. Ensuite, pour cette partie-là, il va falloir graisser également, car vous avez des parties en contact avec les engrenages qui sont actuellement secs. Il va falloir les graisser avec par exemple la graisse engrenage, également ici. Donc c'est ce qui va glisser au niveau de la gearbox. Donc on remet une légère couche sur le piston. Hop, donc vous mettez entre les dents. Hein. Pas besoin pareil d'en avoir énormément. Normalement, le piston est fait en pomélite, ce qui fait qu'il est censé s'auto-lubrifier, mais ça ne mange pas de pain d'en mettre quand même. Et voilà, on est pas mal. Ok, maintenant qu'on a graissé l'ensemble, on va faire quand même un petit test de compression. En quoi ça consiste? C'est simple, on va vérifier que l'ensemble des pièces que vous avez achetées donc soit compatible. Comment? Donc vous mettez en condition comme si vous allez remonter la gearbox, donc nozzle, piston et dans le cylindre. Vous bloquez avec votre doigt l'extrémité du nozzle et vous poussez le piston tout simplement. Et normalement, si tout va bien, le piston ne doit pas s'enfoncer ou alors doit résister comme ici. Vous voyez, si j'enlève le doigt, hop, il part carrément. Vous pouvez remettre en place. Vous vérifiez bien, voilà, en le tirant en arrière, vous repoussez et là vous voyez, dès le moment où en fait vous avez le joint du piston qui dépasse la rainure, donc l'entrée d'air, c'est censé bloquer directement. Et normalement, vous pouvez forcer dessus, vous voyez, ça recule en arrière tout seul. Donc là, la compression est parfaite. Après, on vérifiera dans sa position de tir, car là actuellement le nozzle est repoussé, mais sachez que quand vous allez tirer, le nozzle est en arrière. Donc là, il faudra faire le même principe. Nozzle reculé. Là, c'est un peu plus compliqué si on le tient dans la main. Une fois que c'est fait, si la compression est parfaite, c'est très bien. Sinon, c'est que vous avez sûrement un problème de compatibilité entre votre tête de cylindre et le cylindre. Peut-être le joint qui est détérioré ou alors qui n'est pas bon. Dans ce cas-là, vous essayez de le changer ou changer carrément la tête de piston. Maintenant, on va mettre l'ensemble en place. Mais avant tout, on va récupérer la tappet plate. Donc cette petite pièce-là, donc qui va pouvoir vous permettre de faire un cycle pour chambrer les billes. Donc simplement entre l'engrenage et le nozzle. Quand l'engrenage fait un tour, il va tirer la tappet plate en arrière, reculer le nozzle, chambrer la nouvelle bille et se remettre en place. Comment mettre en place cette pièce là? C'est très simple. Sur le nozzle, vous avez une petite collerette sur la partie arrière. Ici, vous avez un petit cran au niveau de la tappet plate. Vous le mettez les deux ensemble, comme ceci. Et là, vous voyez, ça permet de faire bouger le nozzle. Et là, tout simplement, vous mettez en place dans la gearbox. Vous pouvez pas vous tromper, hein. Arrivé ici, vous avez des ergots en fait sur la tête de cylindre. Et vous retrouvez les mêmes ici. Vous voyez, donc quand vous mettez en place l'ensemble pneumatique, vous voyez que le réglage ici, il n'est pas très bon. Donc pour ça, c'est simple. Vous poussez juste vers l'avant légèrement, hop, pour que l'ensemble rentre et soit bien parfaitement calé. La partie compression est en place. Maintenant, il va falloir mettre en place le petit ressort qui sert à faire revenir donc la tappet plate. Donc c'est ce petit ressort. Donc vous le reconnaissez assez facilement, hein. Il y a une boucle d'un côté et une boucle de l'autre. Sur la tappet plate, vous avez une sorte de petit crochet. Donc vous accrochez l'une des parties avec une petite pince. Vous ramenez le ressort en arrière jusqu'à l'ergot situé ici. Alors, vous envoyez ici donc le petit cran, l'ergot qui est là. Si vous vérifiez après en manuel, avec votre doigt, vous poussez et vous voyez que ça revient tout seul. Également, petite subtilité, plus tard, quand on va remonter la gearbox totalement, il va falloir vérifier que ce mouvement ne soit pas gêné. Comment il pourrait gêner? C'est très simple. Si vous avez mal calé cet engrenage là, par exemple si vous l'avez mis beaucoup trop haut, ça va venir rentrer en friction en fait avec la tappet plate. Ça évitera d'avoir un mouvement en fait fluide. Ça peut même carrément le bloquer. Donc c'est pour ça qu'il est important de réussir à bien le caler proprement. Ensuite, nous allons mettre en place cette magnifique détente. De chez Max Model. Exactement, choisi avec soin, et parce que à la NRNG on aime bien l'ostentatoire. Ouais. Donc on retrouve dedans cette magnifique détente, et également son petit ressort. De la détente, vous pouvez pas vous tromper, la mise en place de donner cela, et on le met en place sur la gearbox, tout simplement. On récapitule. La partie compression, tappet plate, les trois engrenages, l'anti-retour, la détente qu'on vient d'installer. Et maintenant, on va refermer le titan avec la deuxième partie. Bon, c'est simple, hein. Vous avez les broches avec leur emplacement, vous mettez en place et vous appuyez dessus. Normalement, vous devez avoir la détente de rester libre. Donc maintenant qu'on a réussi à tout installer, on va mettre en place donc le guide ressort avec son ressort. Le ressort a bien entendu un sens. Pour le trouver, c'est très simple. Vous cherchez l'endroit où vous avez le plus grand nombre de spires, donc ici. Vous le récupérez, comme papa dans maman, et voilà, un petit tournevis à l'intérieur, ça vous permettra de vraiment bien tenir le guide ressort au moment de sa mise en place. Ensuite, le ressort dans le piston, vous essayez de maintenir l'ensemble en place et vous mettez le guide ressort dans son logement. Normalement, si tout est bien calé, vous arrivez même à le tenir d'une main. Ensuite, on récupère la deuxième partie de la gearbox et on le met au-dessus
en faisant attention de rien écraser. Et voilà. Donc vérifiez bien, voilà. Vous vérifiez bien les écarts ici, ça vous permettra de voir si vous avez quelque chose qui est mal placé. Si jamais ça peut arriver, une petite pince, par exemple l'engrenage qui est un peu mal placé, vous pouvez le bouger à partir d'ici. Ensuite, avant de tout serrer, on vérifie l'usage de la détente. Donc celle-ci bouge sans aucun souci. Le nozzle, comme dit précédemment, pour vérifier comment il fonctionne, c'est très simple. On pousse. Là, il revient dessus sans difficulté. Vous voyez. Hop, impeccable. Donc là, pas de frottement. On vérifiera une fois les vis serrées. Ensuite, très important, le piston. Comment vérifier qu'il fonctionne encore et qu'il est bien placé? Car ça peut arriver en fait qu'il sort de son axe et au lieu de suivre le rail, il soit mis de travers. Donc pour le remettre en place, c'est très simple. Un tournevis par exemple là, cruciforme, un plat ou quelconque. Vous allez au niveau du nozzle à l'intérieur et en fait, vous pouvez atteindre directement le piston. Et hop, donc là, impeccable, il n'est pas gêné. Une fois que ça c'est fait, on remet les vis. Toutes les vis sont en place et bien sûr on veut revérifier que tout fonctionne bien. Donc le nozzle en place, le piston aucun souci et on peut faire une petite vérif en plus. Ici donc vous pouvez retrouver l'engrenage moteur avec un petit tournevis, essayez de voir s'il bouge bien. Si vous voyez que ça bloque direct, c'est qu'il y a un petit problème au montage. Et on vérifie également tout le tour qu'il n'y a pas de déformation ou d'autres problèmes quelconques. N'hésitez pas également à enlever le surplus de graisse que vous avez au niveau des bushings. Maintenant que ça est fait, vous allez prendre donc la partie selector plate, les stickers fournis avec le Titan et ce qui va nous permettre au Titan en fait de reconnaître dans quelle position il est pour le semi ou le safe. Donc pour cela, vous retournez votre selector plate, vous prenez votre petit sticker et vous mettez en place comme ceci. Petite précision, vous trouvez différents types de stickers. À quoi sert-il? C'est simplement pour les réglages en fait. Certaines répliques ont besoin en fait de plus de couleur noire sur leurs stickers pour calculer réellement où est-ce qu'ils sont. En général, celui du milieu suffit largement. Une fois que c'est fait, on retourne la gearbox et on met en place le selector plate. C'est simple, la partie sticker va se retrouver au niveau de ces capteurs là. Sur votre ancienne gearbox, vous pouviez retrouver un ressort ici. C'est ce qui permettait de se connecter en fait au cutoff. Ici, vous n'en avez pas besoin. Le sélecteur de tir de votre réplique va s'occuper seul de faire les mouvements. Donc maintenant, on va arriver au paramétrage du Titan. Ok, donc maintenant que vous avez votre gearbox déterminée, il va falloir la paramétrer. Pour cela, sur les kits de base, normalement vous n'avez pas cette partie là. Donc ça c'est uniquement avec les Advanced. Donc vous retrouvez l'adaptateur micro USB DIN, le petit câble qui va jusqu'à votre ordinateur et c'est simple, il y a juste à connecter l'ensemble. Une petite lumière verte pour dire que votre Titan est reconnu. Et là, on passe sur la partie écran. Ok, donc nous voilà maintenant dans l'interface Titan. Dès votre première connexion, voilà, il va détecter que votre firmware, donc en gros le micro logiciel de votre Titan, n'est plus à jour. Donc pour ça, un petit update. Normalement votre connecteur, donc micro USB DIN, va se mettre en orange, comme ceci. Cela veut dire que votre Titan est en train de se mettre à jour. Et oui, c'est comme un ordinateur. Ok, donc le Titan est à jour, on va pouvoir passer à son paramétrage. Donc pour cela, en haut à gauche, vous retrouvez Général. Donc là, vous pouvez retrouver différents réglages comme la limitation de 30 coups, la détection des cycles, le ratio. Donc ça, important pour nous. On a un ratio 12:1, donc pour ça, on est en high speed. Un petit save, impeccable. La cycle détection toujours sur on, donc ce qui permet de savoir où est-ce qu'il en est de son semi. L'active braking, donc pour nous on va le laisser en adaptative, donc c'est ce qui va permettre en fait au moteur d'être freiné une fois qu'il a terminé son tir et d'avoir toujours un cycle parfait. Ici on va trouver donc les protections de votre LiPo, donc très important également. Donc protection de batterie, pour nous on va le mettre en lithium ou en LiFePO suivant ce que vous utilisez. Les batteries cellules, on va le laisser en automatique, ce qui fait qu'il va détecter tout seul si c'est une batterie 7,4 ou 11 volts. La batterie warning, on va le laisser également 3,2 volts, ce qui va permettre en fait au Titan de savoir quand votre batterie est en fin de vie, enfin du moins vous n'avez plus de batterie, votre moteur va se mettre à vibrer pour vous le dire. Et on ferme. Ensuite, on passe dans la partie Trigger. Donc pour cela, vous avez l'option Pre-Clocking ou Off. Pour nous, ça va pas trop nous intéresser pour l'instant. Nous, on va se servir donc cette partie-là, Trigger Preference. Donc cette partie-là permet de paramétrer donc la longueur de course de votre détente. Quand vous appuyez sur la détente, vous voyez les différents capteurs qui se déclenchent. Là, je relâche. Voilà. Donc pour nous, ça va être en gros de régler l'endroit du tir. Donc par exemple là, il est au repos. Là, il est au moment du tir. Donc là, c'est vraiment à votre appréciation. Soit vous voulez avoir une détente très très courte, donc là, vous pouvez mettre la détente Fire ici, ou alors une détente très longue, vous la mettez au bout. Par exemple, là, je suis vraiment en fin de course, il va se déclencher. Donc nous, préférence, c'est très faible course. Enfin, pour ce qui est du canon qui avait été monté au préalable, c'est un canon de précision Prometheus 603 de 275,5 mm. Pour ce qui est du bloc hop-up et du joint, on est resté sur du VFC. Ok, maintenant on va faire la mise en place donc des connecteurs COS. Comme vous l'avez vu précédemment quand vous avez retiré votre ancien moteur, les COS sont censés être tordus. Donc pour ça, attention, il y a un sens. Donc vous prenez une pince plate, vous prenez la partie, donc vous voyez normalement sur votre COS, vous avez une partie qui est creusée légèrement. Donc c'est là où vous devez avoir la pliure, dans le sens de la creuser. Donc pour ça, hop, vous prenez sans appuyer fort et vous tournez. Vous le mettez à 90 degrés. Et même principe,
pour le rouge. Donc attention au sens, hein, surtout, sinon ça va casser. Et on retrouve avec les deux cosses. Votre gearbox est terminée, on va passer au démontage complet de la M4 pour installer la bête. Ok, donc là on a remonté la gearbox dans la coque, le moteur a été installé, donc les réglages on n'y a pas touché, hein, comme on avait déjà réglé précédemment. On a mis directement la vis qui sert normalement à tenir le tube cross, pourquoi? Car c'est important que le guide ressort soit maintenu en fait par la vis. Si jamais c'est pas le cas, il peut s'incliner et quand le piston va reculer, il va bloquer dessus et bloquer complètement votre réplique, voire peut-être casser le restant. Donc n'oubliez surtout pas, quand vous faites des tests, de mettre la vis qui tient le guide. Donc là le petit sélecteur, on va brancher avec une lithium 11 volts, normalement les 3 petits bips, impeccable. On est en semi et là le petit full qui fait plaisir et la sécu. Nickel. Et là voilà, donc la petite M4 fraîchement terminée. On va faire donc la petite période de test. En semi, classique. Notez le semi rapide. Et le petit full pour finir.